est tombée enceinte, était trop jeune pour comprendre ce qui arrivait à son corps. Nous l'avons aidée à accoucher d'un bébé qu'elle a immédiatement rejeté, dont elle ne veut toujours pas. Quel avenir l'attend? Comment pouvons-nous consoler cet homme qui a été attaché chez lui, obligé d'être le spectateur impuissant du viol et de la mutilation de sa femme et de ses 2 filles? Ça fait 13 jours que j'ai quitté le pays et 2 jeunes mères ont été assassinées pendant ce temps. Une a été tuée en face de sa fille de 4 ans. Elle laisse derrière elle 2 enfants, y compris un bébé d'1 an, et son mari a été kidnappé l'an dernier. L'autre personne assassinée était une neurologue généralement récemment formée. Elle venait de revenir en Haïti depuis les États-Unis pour aider son pays. Elle laisse derrière elle un mari et un jeune enfant. Je suis là pour vous dire que la mission menée par le Kenya ne fonctionne pas. Avec la police haïtienne et l'armée, ils ont été en sous-nombre et dépassés par les gangs. Je comprends les polémiques entourant les missions de maintien de la paix, mais pendant leur présence, la présence de ces missions de maintien de la paix et l'insécurité n'atteignait pas cette échelle. Les gens pouvaient se déplacer, les agriculteurs pouvaient transporter leurs biens au marché sans crainte, personne n'était dans la rue. Pour une nation qui luttait autrefois pour abolir l'esclavage et jouer un rôle vital, je pense vraiment que nous pouvons compter sur votre soutien. C'est une tâche difficile pour tout Haïtien que de demander des troupes étrangères sur son propre sol, mais il n'y a pas d'autre solution. Nous espérons sincèrement que c'est la dernière fois qu'un tel plaidoyer est nécessaire. En conclusion, Monsieur le Président, je ne peux pas penser à un seul Haïtien dans cette réalité qui est un véritable enfer, qui n'accueillerait pas les bras ouverts une intervention internationale plus robuste. Si rien n'est fait, nous serons face à un génocide massif, quelque chose que vous êtes les seuls à avoir le pouvoir d'éviter. Je vous remercie. Je remercie le papa pour son exposé. La parole est maintenant à Monsieur Dan Cohen. Distinguished. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, je suis un journaliste d'investigation, je suis un documentariste, un des quelques journalistes indépendants à travailler depuis Haïti ces dernières années. Mon dernier film s'appelle Haïti, intervention contre révolution. Le Conseil de sécurité de l'ONU se voit demander d'approuver le déploiement d'une nouvelle prétendue mission de maintien de la paix en Haïti. Rappelons-nous que Haïti est sous occupation des États-Unis et de l'ONU depuis 21 des 30 dernières années, de 1994 à 2000, par la MANU, la MITNU et la MIPONU, et de 2004 à 2019 par la MINUSTA et la MINUJUST. Cependant, ces plus de 20 ans d'occupation n'ont jamais permis de réaliser leurs objectifs officiels. Et en fait, les soldats de l'ONU, sous le prétexte familier de lutter contre les gangs, lors d'une opération qui est devenue emblématique de leur comportement, ont tiré quelques 22 000 balles dans les bidonvilles de la Cité du Soleil et ont tué des résidents. Ces soldats de l'ONU ont également été responsables de crimes contre le peuple haïtien, de l'introduction du choléra au viol d'enfants pour lesquels personne n'a jamais dû rendre compte. À présent, le peuple haïtien se va demander une fois de plus de laisser des soldats de l'ONU occuper leur pays. Mais il est clair qu'il y a un autre motif en jeu. Le gouvernement des États-Unis, mon gouvernement, veut imposer sa volonté à Haïti avec ou sans l'approbation de ce pays. Ne me croyez pas, en décembre 2021, la Chine et la Russie ont voté pour limiter le mandat du Conseil de sécurité pour les formateurs américains à la police nationale haïtienne à seulement 9 mois plutôt que les 12 mois que recherchait Washington. Cela a scandalisé le sénateur américain Robert Menendez, qui était à l'époque président de la Commission des relations étrangères du Sénat. Lors d'une réunion de la commission, Menendez a demandé à un membre du département d'État « Pourquoi pensez-vous que la Chine et la Russie nous ont stoppés ?» Il a répondu à sa propre question « Ils veulent le chaos total dans leur hémisphère. C'est leur seul objectif dans cet hémisphère, créer de l'instabilité. » Il a ajouté « Nous devons trouver un moyen de nous y opposer. » Et en 2023, Washington a trouvé un moyen de contourner le Conseil de sécurité lorsque
une fois de plus, on l'a empêché d'utiliser cet organe, comme il avait fait en 1994 à 2004, pour ses objectifs interventionnistes en Haïti. Les États-Unis ont concocté la MMAS, que le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Jeffrey Delavantis, a appelé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité internationale. Les États-Unis ont promulgué une loi appelée la loi internationale de fragilité, qui serait bien décrite si on disait loi sur l'effondrement de l'Empire. Cette loi bipartisane vise à combiner la force militaire et la force souple pour repousser l'influence croissante de la Chine et de la Russie, que Washington voit comme une menace au nom de la doctrine Monroe. Haïti est le projet pilote pour cette stratégie. Les États-Unis disent qu'elles veulent l'appeler à ce qu'elles appellent des États fragiles de par le monde, à commencer par la Libye, la Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo en Afrique occidentale. Cette intervention part du principe que le peuple haïtien est incapable de régler ses propres problèmes, une idée insultante pour ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti. Une intervention serait avant tout une violation de la souveraineté d'Haïti. Mais plus encore, elle appuierait les forces qui ont perpétré les pires actes de violence en Haïti aujourd'hui. Mon média, Uncaptured Media, en coopération avec Haïti Liberté, a récemment publié des vidéos que nous avons obtenues d'un policier de la police nationale qui exécutait de manière sommaire un civil désarmé qui ensuite lui a fait les poches et qui ensuite a écrasé avec un véhicule fourni par les États-Unis officiellement pour lutter contre les gangs. Il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Un rapport du 30 septembre du groupe d'experts, créé conformément à la résolution 2653 du Conseil de sécurité, adressé au président du Conseil de sécurité, écrivait que du 1er janvier au 31 mars 2024, 590 civils qui n'étaient pas non liés aux gangs ont été tués ou blessés lors d'opérations de la police contre les gangs. Ce document citait des rapports selon lesquels des policiers avaient mené à bien des exécutions extrajudiciaires, comme l'a montré notre vidéo. De plus, les forces de police kenyanes envoyées en Haïti sous les auspices de la MMAS ont des antécédents terribles en matière de droits humains. Un rapport de 2009 du rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, Philip Alston, a dit que des escadrons de la mort obéissant à des officiers de police au Kenya ont tué 1113 personnes au Kenya après les élections de décembre 2007. Peu de choses ont changé depuis. Même le département d'État des États-Unis, dans son rapport sur le Kenya 2018, parle de meurtres illégaux et politiquement motivés, de disparitions forcées, tortures, etc. Une opération de l'ONU permettrait à ces officiers de police kenyans et haïtiens de continuer. Ce projet d'intervention de l'ONU est une violation de la loi haïtienne et de la Charte des Nations Unies. Haïti n'a pas de gouvernement élu, mais un régime de fait nommé par les États-Unis. Le président par intérim, Leslie Voltaire, n'a aucune autorité judiciaire, pas plus que les anciens premiers ministres Ariel Henry, Gary Coney et maintenant Didier Fils-Aimé. Aucun d'entre eux n'a été élu et n'a aucune légitimité en dehors de ce bâtiment ou de Washington. Envisager une telle option est une insulte au peuple haïtien. Après mes nombreuses visites en Haïti ces dernières années, il est clair pour moi que la grande majorité des Haïtiens ne veulent pas une nouvelle intervention en 2023, alors que le Conseil se demandait s'il devait donner son feu vert à la MMAS. Les organisations de la société civile en Haïti ont dit très clairement qu'elles étaient contre et ont rappelé la crise de choléra amenée par des casques bleus. La seule partie de la population haïtienne qui appuie une intervention, ce sont les quelques-uns qui pourraient en profiter, qui vivent en dehors du pays. Il s'agit des oligarques corrompus qui financent les groupes armés et qui ont maintenant perdu leur contrôle sur ces groupes, et que Washington considère comme les futurs dirigeants d'Haïti. Pour quiconque penserait qu'une intervention armée étrangère profiterait au peuple haïtien, ce qui est naïf, il suffit d'examiner les résultats des précédentes interventions et de se souvenir du proverbe
la folie, c'est de continuer à faire la même chose et d'attendre des résultats différents. En fait, cette intervention pourrait être encore pire. Haïti est inondé d'armes militaires importées des États-Unis en raison d'une législation laxiste sur les armes et de frontières poreuses. Une intervention se heurterait à une résistance et ferait de nombreux morts au sein de la population haïtienne et des soldats de l'ONU. Il faut respecter la souveraineté d'Haïti, mais il faut d'abord que le peuple haïtien la rétablisse lui-même. Ce sont les Haïtiens, pas les étrangers, qui doivent choisir leurs dirigeants et leur avenir. Merci. Je remercie M. Cohen pour son exposé. La parole est maintenant aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer des déclarations. La parole est à la Chine. Monsieur le Président, la Chine et la Russie ont demandé l'organisation de ces séances d'information sur la question relative à Haïti pour deux raisons. Premièrement, obtenir des informations actualisées sur la situation sur le terrain en Haïti et deuxièmement, entendre des points de vue sur cette proposition visant à déployer une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti. Je remercie le secrétaire général, M. Yen Cha, ainsi que Mme Juma pour leurs exposés. J'ai également écouté attentivement les déclarations des représentants des organisations de la société civile. Je souhaite la bienvenue à cette séance aux représentants d'Haïti et d'autres pays. Monsieur le Président, la question d'Haïti est à l'ordre du jour de Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons dans cette salle constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle de chaos en Haïti. Depuis plus de 3 ans, Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction de déplacement, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à sécurité de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore,
Pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons être extrêmement prudents en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployés pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre le Conseil présidentiel de transition créé il y a moins d'un an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois avoir pris ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement sûr et sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, il y a le BINU. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et 2019, 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour des investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente, constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument leurs responsabilités, fassent preuve de volonté politique et œuvrent ensemble à la stabilité et au développement de leur pays, aucun effort externe, aucune assistance extérieure ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune
L'intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible s'efforcer d'atteindre l'indépendance, le développement et l'autonomie. Nous considérons qu'il faut continuer à aider le peuple haïtien dans ce processus. La Chine voudrait également jouer un rôle constructif à cet égard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le sous-secrétaire général Miroslav Yencha pour son exposé. Nous avons écouté les exposés de Jean-William Pape et Dan Cohen. Nous remercions également Madame Djouma pour son exposé. Chers collègues, il se trouve que cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission. C'est avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquelles nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a 1 an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer
sa contribution financière à la MMS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé ses contributions à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que on n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTAH et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kényan. Nous pensons qu'il est essentiel de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir et non pas des forces extérieures. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne la parole à l'Équateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Gencha, le sous-secrétaire général, et Madame Monica Juma, conseillère à la sécurité nationale, le président kényan, de leurs remarques. Je remercie également Monsieur Pape des informations qu'il nous a fournies et j'ai également écouté avec intérêt l'autre représentant de la société civile. Je reconnais et salue la présence de plusieurs délégations de la région. Monsieur le Président, chers collègues, depuis notre arrivée au Conseil de sécurité, nous avons assumé la responsabilité d'être co-rédacteurs sur le dossier haïtien, ce qui démontre bien la solidarité et l'attachement historique de l'Équateur au peuple haïtien. Et il suffit de reconnaître notre héritage de liberté en Amérique latine et dans les Caraïbes pour le comprendre. Face à la situation qui règne en Haïti, nous devons insister sur le rôle de l'appropriation nationale tout en respectant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale. Une transition vers une démocratie durable est nécessaire conformément aux accords de gouvernance de transition du 11 mars sous l'égide de la CARICOM. Je reconnais le travail crucial effectué par le BINU pour faciliter le dialogue politique et le renforcement des institutions. Tout cela ne fait aucun doute. Mais aucun doute ne plane non plus sur le fait que la crise multidimensionnelle qui sévit en Haïti requiert aussi une réponse globale, appuyée par la communauté internationale. La crise humanitaire s'aggrave. Plus de la moitié de la population souffre d'une grave pénurie de denrées alimentaires. L'on craint que la famine n'apparaisse dans certaines régions.
Les violations des droits humains ne cessent pas. Le recrutement d'enfants et la violence sexuelle et fondée sur le genre augmentent. L'élargissement, le renforcement, la brutalité des bandes criminelles, principales coupables des exactions susmentionnées, semble infini. L'autorisation de la MMAS, la mission, n'était pas l'objectif ultime. C'était un jalon nécessaire pour faire face aux défis immédiats en matière de sécurité en Haïti. Nous remercions le Kenya de son rôle moteur, ainsi que la CARICOM, qui montre bien comment la région et le monde sont unis pour répondre à cette crise. L'ensemble des éléments du puzzle de cette crise multidimensionnelle en Haïti, qui peut aggraver plus encore la précarité humanitaire d'une grande partie de la population, comme nous le voyons, nous amène nécessairement à vouloir répondre à la demande d'Haïti. Une demande qui bénéficie du soutien régional et qui consiste aussi à demander au secrétaire général un rapport permettant la transformation possible ou l'intégration de la MMAS en mission durable au sens large du terme. Le renouvellement du mandat de la MMAS en septembre dernier ne s'oppose pas à la prise de mesures concrètes pour faire face à une réalité changeante. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté le 13 novembre dernier la résolution 1268 par laquelle il constate l'appui régional à la demande d'Haïti. L'Équateur et les États-Unis demandent que cette résolution soit distribuée aux membres du Conseil de sécurité. Nous avons travaillé un projet de résolution dans ce sens. Ainsi, le Conseil de sécurité aura à sa disposition les informations nécessaires pour prendre une décision et pour tracer la voie la plus efficace. Ce projet de résolution inclut la quasi-totalité des propositions de 13 membres du Conseil de sécurité qui ont participé à un processus inclusif dans lequel 2 délégations ont refusé de participer. Ce dossier ne peut pas être politisé. Il ne faut pas non plus donner la priorité à des différences géopolitiques qui ne tiennent pas compte des besoins factuels du peuple haïtien. L'Équateur est aux côtés du peuple haïtien, qui appelle de ses vœux la paix, qui s'oppose aux bandes criminelles qui continuent de déstabiliser le pays et qui empêchent un processus politique et la mise en œuvre des accords de gouvernance de transition. Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité. Nous leur demandons de ne pas tourner le dos à Haïti et à ma région, la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Je vous remercie. Je remercie l'Équateur de sa déclaration. Je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie le sous-secrétaire général, Monsieur Gencha. Je remercie la conseillère nationale de sécurité, Madame Jouma, et je remercie en particulier le docteur William Pape qui nous a fait un exposé vraiment très touchant sur la gravité de la situation en Haïti. Je prends un instant également pour reconnaître la présence dans la salle du représentant d'Haïti ainsi que de nombreux représentants d'États membres, pas simplement du Conseil de sécurité, mais des amis d'Haïti dans la région, des pays qui appuient Haïti. Nous attendons avec impatience vos remarques. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que le Blanc avait demandé
dès en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. Ce n'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien. L'OA a adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu des dirigeants de la MMAS, nous avons entendu des pays de la région, nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission la MMAS et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Les Nations Unies sont bien placées pour profiter du multilatéralisme, pour regrouper différentes capacités, différents acteurs de tout acabit. Et cela permet également de compléter les efforts en matière de consolidation de la paix, de développement. Les Nations Unies ont une longue histoire de missions de maintien de la paix, de nombreuses compétences qui permettent d'avoir des missions généralement bien déployées. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Il nous faut des informations viables pour répondre à l'appel d'Haïti le mieux possible. Nous enjoignons les collègues de ne pas bloquer une demande de rapport afin de voir comment répondre au mieux à la demande d'Haïti. Il y a des désaccords, des dissensions profondes, nous le savons, sur ce dossier, mais nous sommes déterminés à progresser. En 2024, le Conseil a adopté à l'unanimité 3 grandes résolutions, l'examen du mandat du BINU, le renouvellement du mandat de la MMAS et le renouvellement du régime de sanctions sur Haïti et l'élargissement de l'embargo. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils des Nations Unies pour remédier à la crise haïtienne. Les membres du Conseil ont demandé à maintes reprises une solution avec Haïti à la tête de cette action
pour appuyer aussi des élections libres et régulières dès que possible. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé, pour éviter de recommettre les erreurs du passé. Écoutons l'appel du pays hôte, son souhait de paix et de stabilité avec des élections libres et régulières dès que possible. Et si nous agissons dans ce sens, notre unité sera un message clair pour les Haïtiens, pour le monde. Et nous sommes à vos côtés. Merci. Je remercie les représentants des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la République de Corée. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion importante qui tombe à point nommé. Je voudrais tout d'abord adresser toute ma reconnaissance à Monsieur Yencha pour son exposé circonstancié. Je voudrais également remercier Madame Jouma, le Dr Pape et Monsieur Cohen qui nous ont fait part de leurs perspectives. Comme cela a été mis en exergue dans l'exposé d'aujourd'hui, la situation politique et les conditions de sécurité en Haïti continuent d'évoluer rapidement. Et les Haïtiens eux-mêmes ont de toute urgence besoin d'une décision claire de notre part. Cette année, nous avons déployer tous les efforts possibles. Nous avons, à l'unanimité, adopté 3 résolutions démontrant notre volonté politique collective et notre unité pour appuyer Haïti. Néanmoins, la situation se dégrade, ce qui signifie que nous devons aller encore plus loin. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. La sécurité est cruciale à Haïti. Ce dont les Haïtiens ont besoin aujourd'hui plus que jamais, c'est d'un attachement plus solide et plus soutenu encore au renforcement de la sécurité. C'est précisément pour laquelle nous avons autorisé et appuyé la mission MMAS en Haïti. Cette mission a bien trouvé sa place, pris ses marques et contribué au rétablissement de la sécurité en collaboration avec la PNH. L'heure est venue toutefois d'être créatif et d'adopter des solutions à long terme. À cet égard, une mission de maintien de la paix pourrait être une option viable qui mériterait d'être examinée. Nous devrions nous pencher sur cette option pour 3 grandes raisons. Premièrement, une mission de maintien de la paix apporterait la viabilité requise, notamment pour ce qui est des ressources et du financement. Deuxièmement, une discussion sur la transformation potentielle de la MMAS en mission de maintien de la paix pourrait démontrer très clairement notre détermination à aider Haïti. Troisièmement, en examinant à la loupe cette option dès maintenant, nous pouvons gagner du temps à l'avenir. Nous ne serons peut-être pas en mesure de nous engager à déployer une mission de maintien de la paix en Haïti, mais nous devons être prêts à envisager cette possibilité au cas où le besoin se présenterait et lorsqu'il se présentera. Monsieur le Président, chers collègues, dans cet axe, je voudrais mettre en exergue 3 éléments supplémentaires que nous ne devons pas perdre de vue. Premièrement, nous devons élaborer une solution viable, mais adaptée à Haïti. Pour que cette solution soit viable, nous devons planifier dans les détails notre action avec des mesures progressives en fonction de l'évolution de la situation. Pour qu'une solution soit adaptée, elle doit tenir compte des enseignements tirés des opérations de maintien de la paix passées. Deuxièmement, la MMAS doit pouvoir fonctionner avec tout son potentiel. Comme je l'ai souligné précédemment, une MMAS pleinement opérationnelle peut faire la différence à Haïti et à cette fin, nous devons apporter des contributions supplémentaires. Dans ce contexte, je me félicite du rôle moteur du Kenya ainsi que des contributions de la Jamaïque, du Belize, des Bahamas, ainsi que de la promesse récente de l'Allemagne, avec un engagement de 10 millions d'euros au fonds d'affectation spéciale de la MMAS. Troisièmement, nous ne pouvons pas trop souligner l'importance de l'appropriation nationale de l'ensemble du processus par Haïti. Toutes les parties prenantes haïtiennes et les autorités du pays doivent collaborer dans un esprit de compromis.
Leur priorité collective devrait être claire: rétablir la sécurité, garantir la stabilité et promouvoir la transition politique du pays. En conclusion, Monsieur le Président, la République de Corée marque sa solidarité avec le peuple haïtien. Nous réaffirmons notre soutien à la MMAS et sommes favorables à des solutions plus durables. Je vous remercie. Je remercie la République de Corée. Je donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le sous-secrétaire général Miroslav Yencha et la conseillère à la sécurité nationale du Kenya, Madame Monica Juma, ainsi que les autres intervenants pour leur présentation et leur point de vue. Monsieur le Président, la situation en Haïti continue de se dégrader. Nous faisions le constat il y a un mois de la persistance de la violence des gangs. Ces violences se sont intensifiées, en particulier les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles, qui ont augmenté de 1000% par rapport à 2023. Les gangs tentent d'étendre leur territoire en direction du centre de Port-au-Prince. En fin de semaine dernière, plus de 20 000 personnes ont été déplacées en 4 jours dans la capitale sous la menace des gangs. Ce nombre s'ajoute aux 700 000 déplacés sur l'ensemble du territoire, dont la moitié sont des enfants susceptibles d'être recrutés par des groupes armés. Cela aggrave la pression humanitaire dans un pays où la population souffre de la faim et où l'insécurité continue d'entraver l'acheminement de l'aide. La solidarité internationale est indispensable pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne. La France y contribue à l'aide humanitaire à hauteur de 14,5 millions d'euros en 2024, notamment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il est tout aussi indispensable de faire progresser le processus de transition politique. Il s'agit d'une condition pour répondre aux causes profondes de la crise multidimensionnelle à laquelle fait face Haïti. La France prend note de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Elle appelle tous les acteurs politiques haïtiens à travailler ensemble pour avancer sur la voie de l'organisation des élections, de la lutte contre la corruption et de l'impunité et du respect des droits de l'homme. Tous les efforts doivent être mis en œuvre en vue du rétablissement des conditions de sécurité propices à la tenue de telles élections. Monsieur le Président, sans soutien international, ne pourra y avoir de retour à la sécurité en Haïti. À cet égard, la mission multinationale d'appui à la sécurité joue un rôle fondamental. La France salue l'engagement essentiel du Kenya, ainsi que des autres contributeurs de troupes, comme la Jamaïque et le Belize. La France a contribué à hauteur de 7 millions d'euros en soutien à la mission. 5 millions d'euros via le Fonds fiduciaire des Nations Unies et 2 millions d'euros dédiés à la formation linguistique du personnel de la mission via l'Organisation internationale de la francophonie. Nous travaillons aussi avec nos partenaires pour que le soutien financier de l'Union européenne aboutisse dans les meilleurs délais. En parallèle, la France plaide pour un plus grand engagement des Nations Unies. Notre position à cet égard n'a jamais varié. Nous sommes convaincus que les Nations Unies peuvent apporter une expertise stratégique et opérationnelle, ainsi qu'un soutien logistique essentiel. Il en va de la pérennité du soutien international à la sécurité en Haïti. C'est dans cette même perspective qu'il nous faut répondre à la demande exprimée par Haïti de considérer une transition vers une opération de maintien de la paix. C'est pourquoi nous soutenons le projet de résolution proposé par les coplumes visant à demander une évaluation du secrétariat en ce sens. Il s'agira d'une base sur laquelle ce Conseil pourra fonder une décision ultérieure. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne maintenant la parole au Japon. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général, M. Yencha, de son exposé. Je remercie également le Dr Juma de ses remarques et les autres orateurs de leur point de vue. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'Haïti et d'autres pays participants. Nous nous félicitons de la nomination du Premier ministre intérimaire haïtien, M. Didier Fils-Aimé, et de l'investiture de son cabinet, de ses ministres. Nous demandons aux acteurs politiques haïtiens de coopérer pour établir les institutions démocratiques. Nous nous réjouissons d'avance des progrès dans le cadre d'un processus politique pour
tenir des élections inclusives, libres et régulières pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix que méritent les Haïtiens. Le Japon reste extrêmement préoccupé par la tragédie et la sécurité humaine en cours à Haïti. Le nombre croissant de morts et de personnes disparues, les violations des droits humains, les abus sexuels, les attaques contre les services essentiels perpétrés par les gangs. Face à cette situation urgente, une lueur d'espoir peut être trouvée dans les opérations conjointes entre la PNH et la MMAS pour lutter contre les gangs et améliorer la sécurité. J'appuie pleinement ces contributions courageuses et cette collaboration pour rétablir la sécurité et la justice pour les Haïtiens. Je voudrais également remercier le Kenya, le Belize, la Jamaïque, les Bahamas et d'autres pays, ainsi que toutes les parties prenantes qui ont rendu possible ces opérations. Toutefois, les difficultés demeurent et des ressources supplémentaires sont requises. Nous pensons qu'une identification plus détaillée et mieux évaluée des ressources et des besoins de la mission et du gouvernement haïtien permettra à la communauté internationale d'apporter un soutien plus ciblé. De surcroît, le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du mandat de la mission pourrait être un outil utile pour accélérer l'assistance internationale efficace. Le Japon, membre du Conseil de sécurité, a fait et continuera de faire tout son soutien pour aider le gouvernement haïtien et le peuple haïtien en contribuant aux discussions à cet égard. Le Japon prend également note de la lettre du président, ou plutôt du Conseil présidentiel de transition, qui a demandé au secrétaire général de prendre de toute urgence des mesures pour transformer la MMAS en mission de maintien de la paix dès que possible, ce qui permettrait d'avoir un mandat plus vaste et plus de fonds. Cette demande urgente, appuyée également par le Conseil permanent de l'OEA, mérite d'être dûment examinée. Nous estimons à cet égard qu'il est de la responsabilité du Conseil de procéder à un examen minutieux de cette option. C'est une solution possible pour l'avenir. Nous saluons ainsi les efforts déployés aussi par l'Équateur et les États-Unis pour veiller à ce que le Conseil réponde. Alors que nous examinons toutes les options pour appuyer Haïti, je souligne que toute tentative doit viser à compléter les efforts haïtiens et doivent pouvoir compter sur le soutien des Haïtiens et leur confiance. Il faut pour ce faire examiner toutes ces questions long et en large sur le plan stratégique en étroite coopération avec le peuple et le gouvernement haïtien en tenant compte des enseignements tirés des opérations précédentes et en adoptant une perspective à long terme. En conclusion, nous sommes prêts à aider les Haïtiens et leur gouvernement pour la sécurité et stabilité à long terme. Je vous remercie. La Suisse. Je remercie le sous-secrétaire général, M. Miroslav Yencha, et la conseillère à la sécurité nationale auprès du président du Kenya, Mme Monica Juma, pour leurs interventions. Nous remercions le Dr Pape de sa contribution. On prend note des remarques de M. Cohen. La crise multidimensionnelle en Haïti persiste, marquée par des graves violations et abus de droits humains, notamment de nombreux homicides, exécutions extrajudiciaires ainsi que des violences sexuelles et sexistes à grande échelle. La Suisse condamne cette violence brutale des gangs. Dans les mots de sœur Paesi Philippe, directrice d'école pour enfants des rues à Cité-Soleil, la situation n'est pas revenue à son point de départ, elle a empiré. Bien que certains progrès politiques aient été réalisés, les récents développements illustrent la fragilité politique. Nous appelons les acteurs politiques haïtiens à surmonter leurs différends pour rester sur la voie définie dans la déclaration finale de mars dernier. J'aimerais souligner 2 points fondamentaux. Premièrement, il faut briser le cercle vicieux de violence. Cela implique de garantir la mise en œuvre de l'embargo sur les armes et d'interrompre les flux illicites d'armes vers Haïti. Les menaces, la terreur et la violence des gangs contre la population doivent cesser. L'utilisation d'enfants par les gangs est inacceptable. Ceux déjà recrutés doivent être considérés comme des victimes et des survivants soutenus dans leur intégration, conformément aux normes internationales. Parallèlement, investir dans la prévention est crucial,
notamment en garantissant l'accès à l'éducation. La fermeture de plus de 1000 écoles cette année en raison de la situation sécuritaire prive la jeunesse des perspectives. Cette situation est inacceptable. Deuxièmement, il est urgent d'améliorer la situation humanitaire. La violence des gangs pousse des milliers de personnes à fuir leur foyer. Plus de 700 000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, sont déplacées et près de la moitié de la population fait face à une famine aiguë. Un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave reste indispensable pour sauver des vies. À cette fin, la Suisse reste engagée sur le terrain pour contribuer aux besoins humanitaires sans précédent du peuple haïtien. Monsieur le Président, cette situation menace la paix et la sécurité internationale. Ce Conseil, en accord avec les États de la région, doit agir avec solidarité envers le peuple haïtien. Nous saluons le leadership du Kenya dans la mise en œuvre du mandat de la MSS. Cependant, en raison de contraintes de ressources, la MSS peine à atteindre ses objectifs et la réalisation de son mandat est en péril. La Suisse reste ouverte à examiner d'autres options, y compris transformer la MSS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies, comme demandé par Haïti. Toutefois, il faut une paix à maintenir, ce qui passe également par la perspective d'un avenir politique stable. De plus, l'histoire complexe des missions en Haïti exige une approche réfléchie, tenant pleinement compte des leçons apprises. Une évaluation approfondie et exhaustive, définissant le mandat de manière précise, ainsi que la taille, la structure et les capacités d'une telle mission, basée sur les principes du maintien de la paix, serait un bon point de départ. Ce Conseil a déjà démontré à 3 reprises cette année sa capacité à trouver un consensus sur ce dossier. Nous devons poursuivre nos discussions dans cet esprit afin de répondre aux aspirations du peuple haïtien à vivre dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suisse. La parole est au Guyana. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3+, à savoir l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, le Guyana. Nous nous félicitons de cette occasion de discuter de l'appui à Haïti apporté par le Conseil de sécurité et notre réponse collective à la demande d'aide du gouvernement pour faire face à la violence des gangs qui échappent à tout contrôle dans le pays. Nous remercions le sous-secrétaire général, M. Yencha, pour son exposé et nous nous félicitons des informations fournies par Dr Juma sur la MMAS. Nous prenons également bonne note des contributions de Dr Pape et de M. Cohen au débat. Et nous félicitons de la participation de représentants permanents de Haïti, la Grenade, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, le Brésil et la République dominicaine à cette séance. Monsieur le Président, les A3+, sont vivement alarmés par les informations selon lesquelles la violence des gangs en Haïti s'aggrave, ce qui a amené à une dégradation des conditions de vie dans la capitale du pays, dans les zones voisines, et qui a forcé des millions de personnes à fuir leur foyer. Ces attaques qui ont été menées en particulier ces deux derniers mois ont entraîné davantage de meurtres absurdes et ont fait que le pays est virtuellement isolé. En effet, les opérations de liaison aérienne et maritime ont été suspendues. Nous saluons les efforts de la police haïtienne et de la MMAS pour faire face à la sécurité croissante. La situation s'est nettement dégradée ces dernières semaines. Nous saluons également les efforts sans relâche des institutions de l'ONU et des ONG internationales et locales pour répondre aux besoins humanitaires pressants. S'agissant de la lettre envoyée récemment par le président du Conseil présidentiel de transition, secrétaire général de l'ONU, nous considérons que même si les opérations anti-gangs conjointes de la police nationale et de la MMAS ont apporté certains résultats positifs, il reste d'immenses difficultés car leur efficacité pour lutter contre la violence des gangs armés est limitée. C'est dans ce contexte que Haïti a demandé que la MMAS soit transformée en une opération maintien de la paix de l'ONU pour obtenir davantage de financement et un mandat plus large, et également pour aider la MMAS à s'acquitter de son mandat. Étant donné la situation actuelle, les A3+ appuient cette demande
visant à relever les multiples défis sécuritaires auxquels est confronté Haïti. Nous n'avons aucun temps à perdre. Nous savons très bien que ce processus ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais qu'au contraire, il sera graduel. Mais nous continuons à dire qu'il faut continuer à appuyer la MMAS. Nous exhortons ceux qui ont fait des promesses de financement au Fonds d'affectation spéciale de la MMAS à tenir leurs engagements le plus rapidement possible. La réalité, c'est que tout faiblissement dans les opérations anti-gangs fera qu'il sera plus probable que les gangs armés criminels étendent encore leur réseau et leur emprise sur la communauté et sur le pays. Nous répétons tous nos remerciements au gouvernement kenyan qui a proposé de diriger la MMAS. Et nous remercions les États membres qui ont déjà engagé des financements du personnel ou autre forme d'appui matériel pour la mission. Nous sommes convaincus que même avec le déploiement partiel de la mission, sa présence sur le terrain a déjà commencé à changer la donne. Nous attendons avec intérêt nos discussions cet après-midi concernant les options qui pourraient être les nôtres. Nous espérons que nous arriverons à commencer à déterminer la marche à suivre appropriée, une marche à suivre qui prenne en compte non seulement la réalité des situations sur le terrain, mais également les enseignements tirés du passé. Il incombe au Conseil d'utiliser les outils à sa disposition pour aider Haïti à rétablir la paix et la sécurité et à réaliser une transition en douceur. Monsieur le Président, les A3+ sont convaincus que ce qui permettra de faire des progrès dans le domaine politique, économique et autres domaines, eh bien, ce sera avant tout d'arriver à régler la crise sécuritaire en Haïti. De plus, nous soulignons que faire face à la crise sécuritaire et avancer dans le processus politique doivent aller de pair pour rétablir l'ordre constitutionnel, les institutions démocratiques. Des institutions solides, y compris les institutions de gouvernance et judiciaire, sont une condition préalable essentielle pour le bon fonctionnement de tout État. C'est pourquoi nous saluons les garanties des autorités de transition, y compris du nouveau Premier ministre par intérim et de son gouvernement, qui disent qu'on devrait pouvoir organiser des élections en novembre 2025 conformément au calendrier convenu. Nous exhortons la région et la communauté internationale à continuer à soutenir Haïti sur sa voie vers la paix, la stabilité et la démocratie. Dans cet esprit, nous félicitons de l'engagement de CARICOM à continuer à fournir ses bons offices et à faciliter les efforts d'Haïti pour parvenir à des solutions nationales déterminées par le peuple haïtien et pour le peuple haïtien. Les Haïtiens méritent les mêmes chances que tous les autres de vivre dans un pays stable et sûr. De plus, dans le cadre de nos engagements, dans le cadre du programme à l'horizon 2030, nous avons l'obligation morale de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans la recherche de la justice et de l'égalité. Je vous remercie. Je remercie le Guyana. La parole est à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Yencha pour son exposé. Je remercie également le Dr Juma pour ses informations, ainsi que le Dr Pape et Monsieur Cohen. Monsieur le Président, en octobre, le Conseil a discuté de l'aggravation de la situation sécuritaire en Haïti, caractérisée par une attaque brutale des gangs à Pont-Sondé, ainsi que les nouveaux niveaux qui restent alarmants de violation et d'atteinte aux droits humains. Un mois plus tard, alors qu'il y avait des changements dans le gouvernement de transition d'Haïti, il y a eu des signalements de milliers de résidents fuyant les batailles entre gangs armés et la police dans le quartier de Solino à Port-au-Prince ont montré toutes les souffrances de la population haïtienne. Le docteur Pape a décrit toute l'horreur de la situation, notamment pour les femmes et les filles. C'est ce que nous constatons depuis un certain temps. Une action décisive des autorités haïtiennes et de la communauté internationale sont nécessaires de toute urgence pour faire face à la crise et la terrible situation humanitaire, alors que près de la moitié de la population d'Haïti est confrontée à la sécurité alimentaire et il y a plus de 700 000 déplacés. À cette fin, il faut pérenniser l'accès humanitaire sans entrave et il faut garantir la sécurité du personnel humanitaire. Monsieur le Président, en septembre, le Conseil
a réaffirmé son appui à la MMAS et à son mandat. Nous nous félicitons de la récente décision d'El Salvador de déployer davantage de personnel à la MMAS, qui rejoindra des contingents du Kenya, de la Jamaïque, du Belize et des Bahamas, et nous attendons avec intérêt le rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2699. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par plusieurs difficultés, avant tout liées aux ressources auxquelles est confrontée la MMAS, ce qui met en difficulté l'accomplissement de son mandat et le renforcement de sa présence pour appuyer les efforts de la police nationale haïtienne pour reprendre le contrôle des zones contrôlées par les gangs. Dans cet esprit, nous prenons bonne note de la demande par Haïti de la transformation de la MMAS en une opération de maintien de la paix de l'ONU, ce qui permettrait des financements plus durables et un déploiement de personnel plus durable, ainsi que des paramètres opérationnels plus clairs et prévisibles. Monsieur le Président, il faut que la communauté fournisse davantage de garanties de sécurité, ainsi qu'il faut également un environnement politique national plus stable pour faire échec à la spirale de la violence des gangs en Haïti. À cette fin, nous souhaitons la poursuite du déploiement de la MMAS. C'est la meilleure manière de relever les défis auxquels est confrontée la mission. Étant donné les enseignements du passé, toutes les options, y compris la transformation de la mission en opération de maintien de la paix, comme l'a demandé Haïti et comme le veut la région, toutes ces options doivent être évaluées. À cet égard, la Slovénie a participé à la négociation sur la résolution. Nous avons demandé des recommandations du secrétaire général sur la transformation de la mission. Il est essentiel qu'une évaluation de conditions sécuritaires en Haïti pour savoir si une opération de maintien d'appel de l'ONU est possible fasse partie intégrante de ces recommandations. Enfin, n'oublions pas que notre première tâche, c'est d'aider la population haïtienne à retrouver la stabilité et la sécurité. Je vous remercie. I thank the representative of Slovenia for their statement. Je remercie la représentante de la Slovénie. La parole est à Malte. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général, Monsieur Yencha et Madame Djouma, pour leurs exposés circonstanciés. Je remercie le Dr Pape de nous avoir fait part de son expérience. J'ai également pris bonne note de ce que nous a dit Monsieur Cohen. Alors que Haïti continue à confronter à de nombreux défis, nous répétons notre appel à toutes les parties prenantes haïtiennes afin qu'elles mettent de côté leurs différends et qu'elles œuvrent ensemble pour accélérer la transition politique et pour rétablir les institutions démocratiques. Il faut garantir la participation pleine, égale et véritable des femmes à tous les aspects du processus politique. Nous sommes alarmés par la dégradation de la situation humanitaire et des droits humains. Les gangs ont continué à étendre leur contrôle dans le pays, ce qui aggrave la violence, la faim et la peur. Le nombre de personnes déplacées a atteint 700 000 personnes. Comme nous l'a dit Dr Pape aujourd'hui, les soins de santé en Haïti restent largement inaccessibles. L'escalade de la violence et de la brutalité, ainsi que les capacités affaiblies de l'État de fournir ses services, ont entraîné la propagation des maladies et ont entraîné des morts qui auraient pu être évitées. La violence des gangs et l'insécurité a également très fortement augmenté et beaucoup d'Haïtiens connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Il faut étendre les efforts humanitaires et le plan de riposte humanitaire doit être renforcé. Il faut pleinement mettre en œuvre les sanctions de l'ONU, en particulier l'embargo sur les armes, pour endiguer le flux illicite d'armes et d'ammunition qui vont vers les gangs. Les enfants continuent à souffrir du pire d'insécurité en Haïti, notamment en étant les victimes de meurtres, de mutilations et de déplacements. Des centaines de milliers d'enfants sont privés d'éducation en raison des fermetures d'écoles ou des attaques contre les écoles. Jusqu'à la moitié des membres des gangs sont des enfants. Ils doivent être immédiatement libérés et remis aux mains des acteurs de la protection de l'enfant. Il y a également des graves violences contre les enfants et les filles, notamment des violences sexuelles et des trafics sexuels que nous condamnons.
La MMAS doit aider la police nationale haïtienne. Nous félicitons tous les États membres qui ont promis d'aider la mission. Nous prenons bonne note de la lettre du Conseil présidentiel de transition d'Haïti qui demande que la MMAS soit transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. L'insécurité qui se poursuit montre clairement qu'un appui sécuritaire prévisible et durable est essentiel pour que Haïti puisse relever ses défis immédiats à long terme. Une évaluation de la meilleure manière dont l'ONU peut soutenir Haïti dans le contexte actuel, tout en faisant en sorte qu'il y ait des garanties pour empêcher que les échecs du passé se répètent et pour promouvoir l'application du principe de responsabilité, ce serait important pour les consultations du Conseil. Je vous remercie. Je remercie Malte. Je vais maintenant prononcer une déclaration en tant que représentant du Royaume-Uni. Je remercie le secrétaire général Yencha, le Conseil national à la sécurité Mme Juma et Dr Pape pour leurs exposés. Je prends également bonne note des observations de M. Cohen. Le Royaume-Uni se félicite de la participation des représentants d'Haïti et de nombreux autres pays de la région à cette séance. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation sécuritaire en Haïti. Les gangs armés ont augmenté leurs attaques repoussantes contre la population civile. Le fait que des agents de ligne commerciale ont été visés ajoute une nouvelle dynamique dangereuse. Comme l'a montré le témoignage de Dr Pape, personne n'est épargné, pas même les travailleurs humanitaires ou les enfants. Personne n'est épargné des horreurs de la violence des gangs. Le Royaume-Uni rend hommage au Kenya pour son rôle de chef de file de la MMAS. Nous avons pris bonne note de la demande du Conseil présidentiel de transition haïtien qui souhaite que cette mission devienne une opération de maintien de la paix de l'ONU. Cette demande mérite d'être examinée de manière approfondie par le Conseil. Le Conseil devrait ensuite exiger de toute urgence un rapport du secrétaire général, un rapport qui contiendrait des recommandations pour cette transition, y compris sur la portée, la couverture, la taille, les coûts et le mandat. Ce n'est que quand nous aurons ces informations que le Conseil pourra discuter sérieusement du bien fondé de cette demande. Nous prenons bonne note des récents changements dans le gouvernement haïtien. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition d'Haïti, son Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé, son nouveau gouvernement et toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble pour parvenir à un Haïti sûr et stable. Je reprends mes fonctions de président du Conseil. La parole est maintenant au représentant d'Haïti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir convoqué cette importante et opportune séance tenant compte des récents développements de la situation sécuritaire dans la zone métropolitaine de la capitale d'Haïti. Je remercie M. Djenka, Mme Juma et M. Cohen pour leur présentation. Je suis également très honoré de la présence du docteur William Pape, une référence en matière de traitement des maladies infectieuses en Haïti et dans le monde, qui nous a fait un témoignage poignant de ce supplice que vit la population haïtienne soumise à la violence des gangs armés. Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude et un sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. J'ai été frappé par cette grande convergence de vues qui caractérise les différentes interventions sur la meilleure formule de faire face aux nouvelles situations qui se développent dans le pays au cours de ces derniers jours. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour tous des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bourdon, Musso
et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leur maison, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchantes. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation de pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver des vies humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, ou soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité
à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité a l'occasion de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de votre pays et à transformer la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant d'Haïti. To encourage all speakers to limit their statements. Je voudrais encourager tous les orateurs à ne pas dépasser 3 minutes pour les déclarations pour permettre au Conseil de mener à bien ses activités en temps voulu. Quand le voyant de votre micro commencera à clignoter, ça voudra dire qu'il sera temps de conclure. La parole est à la République dominicaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, Monsieur le sous-secrétaire général, Monsieur Lencha, Madame Monica Juma, conseillère nationale de la sécurité auprès du président du Kenya, Monsieur le docteur William Pape, Monsieur Dan Cohen. Chers collègues, cette question, nous le savons, mérite toute notre attention. Nous aurions préféré que le processus de stabilisation soit plus avancé. Là, ce n'est pas le cas et par conséquent, j'en profite pour réitérer la position de mon pays. Monsieur le Président, la sécurité et la stabilité d'Haïti relèvent de la responsabilité première des autorités haïtiennes. Néanmoins, face à la barbarie des gangs contre la population civile, face à leur contrôle croissant du territoire, le ferme soutien de la communauté internationale est requis pour Haïti. Comme nous le savons, à Haïti, les gangs se livrent à des vols, à des viols, à des extorsions et ils tuent. Ils agissent sans terreur, sans crainte apparente. Ils défient constamment les autorités haïtiennes. Même la présence de contingents dans le cadre de l'appui à la politique nationale d'Haïti ne les intimide pas. Ni les gangs, ni ceux qui les appuient à Haïti n'ont non plus été intimidés par les sanctions imposées par le Conseil de sécurité. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'agir énergiquement. La communauté internationale doit être ferme, comme elle l'a été dans des situations semblables, et probablement même face à des situations moins graves que la situation qui s'y vit actuellement à Haïti. Chers collègues, l'histoire des missions de maintien de la paix approuvées par le Conseil de sécurité a été remarquable. En effet, dans la majorité des cas, ces missions ont permis efficacement de rétablir ou de maintenir la paix dans des situations extrêmement précaires et dans des conflits de par le monde. Ceci montre bien l'utilité de l'organisation et l'oblige à continuer de jouer ce rôle moteur important lorsque cela est le plus nécessaire à un moment donné. Nous savons tous et toutes que le dossier haïtien et la situation catastrophique dans laquelle se trouve Haïti dépassent les conditions minimales suffisantes pour mériter une action décisive du Conseil de sécurité, sans retard. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous appuyons fermement la demande des autorités haïtiennes présentée en octobre dernier pour transformer l'AMMS en force de maintien de la paix des Nations Unies. Étant entendu que les prérogatives de ces missions doivent être de protéger les civils et
sont de protéger les civils, de prévenir activement la violence, les conflits, de renforcer la sécurité et d'aider les autorités nationales à assumer ces responsabilités. Et c'est précisément le cas à Haïti. Cette demande tout à fait pertinente a par ailleurs été appuyée par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes par le biais de la résolution 1268 de l'Organisation des États américains et plus récemment à Cuenca, en Équateur, par la déclaration spéciale des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'heure est venue pour l'organisation et pour le Conseil en particulier d'assumer et de tenir les rênes de ce processus de pacification en Haïti. Le Conseil doit être aux côtés des autorités haïtiennes pour rétablir le niveau de contrôle permettant de pacifier le pays, d'appuyer les institutions et d'organiser des élections dès que les conditions le permettront. Nous sommes fermement convaincus qu'avec une transformation efficace de la MMS en force de maintien de la paix des Nations Unies, nous pourrons rétablir la tranquillité et la certitude à Haïti. Il est urgent d'agir. Il reste encore toute une série de tâches à accomplir. Et rien ne montre que nous allons pouvoir les accomplir sans cela. Les faits récents le démontrent. La situation à Haïti échappe à tout contrôle. C'est un danger pour le peuple haïtien, c'est une menace constante pour la République dominicaine et la région. Je remercie la République dominicaine de sa déclaration et je donne maintenant la parole au Canada. Je vous remercie, Monsieur le Président. La population haïtienne souffre énormément. Avec l'équipe de pays des Nations Unies, j'ai visité récemment une école à Tabar, quartier de Port-au-Prince pris en otage par les gangs. Des enfants, des femmes, des hommes s'y réfugient après avoir fui des violences extrêmes en quête de protection et de nourriture. Ils ont fui des maisons incendiées, ont été victimes d'enlèvements, de violences sexuelles et de multiples déplacements. Les conditions auxquelles le peuple haïtien est confronté sont extrêmement alarmantes et complètement inacceptables. En tout, 5,5 millions de personnes en Haïti ont besoin d'aide humanitaire et de protection. There is an urgent need now for the... Il est maintenant urgent que la communauté internationale se mobilise avec ses ressources et ses outils pour appuyer les institutions haïtiennes et les aider à rétablir la stabilité pour les Haïtiens et pour aider le pays à sortir de la crise. La PNH, avec l'assistance de la MMAS, a de fait renforcé ses opérations pour rétablir l'autorité de l'État dans les quartiers dominés par les gangs. Nous félicitons nous aussi le Kenya de son rôle moteur à la tête de la MMAS pour appuyer la PNH et nous remercions les pays qui ont contribué en apportant du personnel, du matériel et des ressources logistiques. Et je suis fière de dire que le Canada a apporté $1,5 milliard canadiens au fonds d'affectation spéciale et autres au titre de l'assistance internationale à Haïti. Mais nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Nous